Bonjour, je suis Charles Briet, coach et entrepreneur. J'ai créé le podcast Passion Podcast car pour moi la passion est le moteur de l'action. Ce qui fait se lever le matin avec sourire et se coucher le soir avec satisfaction. Je suis heureux d'être à nouveau derrière le micro pour cette deuxième saison de Passion Podcast après une pause estivale bien méritée qui nous a permis de travailler sur beaucoup d'autres sujets. Cette saison, j'ai choisi de partager avec vous le parcours inspirant de personnalités souvent hors normes qui ont décidé à un moment de faire de leur passion le sens de leur vie. On va partir ensemble à la découverte de danseurs, de photographes, de réalisateurs, de sportifs, de rockers mais aussi d'entrepreneurs engagés. J'ai envie de partager cela avec vous, mes découvertes, mes propres passions et celles de mes invités. Car la passion et l'engagement ont toujours été présents au cœur de mon identité. J'aime aller découvrir les leviers de la passion et comment ces individus se réalisent à travers leur choix de vie. Et je vous assure, rencontrer des gens passionnés ça nourrit. Alors j'espère vous nourrir. Cet épisode est sponsorisé par Kraken Assurance. J'aime bien leur approche qui rend facile l'assurance pour les entreprises. Kraken Assurance est le premier site de matching assurance entreprise. Il vous aide à formaliser votre besoin et il vous propose le spécialiste dans votre domaine. Kraken Assurance, c'est comme si vous demandiez à un ami de vous recommander un spécialiste. Un réseau sélectionné qui concilie l'humain et le digital. Essayez leur service, gratuit et sans engagement, sur kraken-assurance.com. On se retrouve sur Passion Podcast. J'ai voulu commencer cette saison avec un invité pour qui la passion s'écrit avec un grand P. Le photographe talentueux Stéphane de Bourgis. Vous connaissez forcément ses photos en noir et blanc sur fond blanc. La célèbre photo de Bocuse, celle de Sting, de Richard Berry, ou encore les albums de Véronique Sanson. Ce travailleur acharné est présent partout, de la FNAC à sa superbe rétrospective à la Grande Arche de la Défense en 2019. J'ai retrouvé Stéphane dans son atelier parisien, son antre comme il aime à le dire. Nous nous sommes promenés sur le parcours de sa vie de photographe, on a évoqué ses inspirations, son processus créatif, ses amitiés et son engagement associatif fort. On croise Richard Avedon, Henri Coste ou Irving Penn, ses mentors. Stéphane de Bourgis, c'est le sourire incarné, que la vie n'a pas épargné. Je n'ai volontairement pas voulu aborder les événements des attentats de Paris qui ont touché ce qui lui était le plus cher, par pudeur de ma part qui n'empêche pas les pensées. Alors immédiatement, on retrouve Stéphane de Bourgis pour un Passion Podcast placé sous l'angle de la photographie. Je rencontre aujourd'hui Stéphane de Bourgis, nous sommes donné rendez-vous dans son atelier parisien, son antre comme il dit. Oui, mon antre. Voilà, qui a vraiment pour passion la photographie, c'est vraiment ce qui fait le sens de sa vie. Et puis vous connaissez sûrement ses célèbres photos. Alors il y a la photo de Bocuse qui est peut-être la plus célèbre qu'on connaît. Oui, ouais, je pense. Oui, c'est celle qui a été le plus médiatisée en tout cas. Ouais. Je crois que sur Internet, on a dit un jour qu'il y a un logiciel qui permet de voir combien de fois les photos ont été vues. Et celle-là, c'est, je sais pas, plusieurs milliards, ouais, je crois. C'est ça, ouais. Et puis, il y a moi, je me souviens de la photo de Michalak qui faisait la couverture de son livre. Oui. Moi, j'ai fait beaucoup de séances avec qui était assez marquante. Michalak. Et puis Sting, et puis Bono, et tu nous parleras de tout ça. Et avec un style qui t'est vraiment propre, hein, avec un trait, des photos sur fond blanc. Voilà, oui. Tu vas nous expliquer ton style, mais qui en tout cas qui est reconnaissable. Oui, c'est ce qu'on me dit. On me dit qu'effectivement, quand on se promène quelque part ou dans la rue ou à la FNAC, si on voit une photo, on la reconnaît. Et puis la grande exposition de la Grande Arche de la Défense qui était en 2019. Oui, ça a été un moment très important pour moi. Donc avec ces super grands formats énormes. Oui. Puis ça a été vraiment un événement important pour moi qui a voilà. Ok. Bon, plein de choses. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui est Stéphane de Bourgis, si on peut, d'où tu viens Voilà, moi j'ai grandi avec 4 frères et sœurs super que j'adore et des parents que j'ai adorés qui sont partis malheureusement il y a très longtemps accidentellement, mais qui m'ont beaucoup donné d'amour et ça a été merveilleux parce que ça c'est un bagage à vie. Et mon père était concepteur-rédacteur publicitaire et illustrateur. Et il s'est mis à faire un peu de photos en plus en même temps. C'était une corde de plus à son arc. Et donc moi, je le regardais travailler avec son réflexe. Je trouvais ça fabuleux. Et puis voilà. Et puis j'ai commencé à l'aider dans la chambre noire, à faire les tirages, tout ça. Le goût est venu comme ça. Ouais. Et même un petit peu avant, j'avais un Instamatic à 12-13 ans. Et tu prenais déjà pas mal de photos. Oui, je prenais les photos. J'avais mon Instamatic Kodak. Ouais. Et puis après, j'ai eu mon premier appareil de photo, vrai appareil, c'était un Lubitel. Ouais. C'était un 6.6 russe qui coûtait pas très cher, donc je me le suis acheté avec mes économies. Et puis un autre appareil russe, d'ailleurs, un Zénith. Et puis voilà,
après Asahi, Pentax, Nikon et finalement, enfin Rolleiflex, tout ça, et Hasselblad avec lequel je travaille depuis 40 ans. Bon, voilà. On va parler des appareils peut-être après, tu nous diras. Oui, ça n'a pas grande importance les appareils d'ailleurs. Je m'en fiche un peu. C'est vrai ? Oui. Tu as fait la transition, alors on est un peu de la même génération, mais tu as fait la transition de l'argentique au numérique. Oui, alors je l'ai fait avec difficulté, hein, c'est pas vrai évident. J'avais, je sais pas, 20 ans d'argentique, et puis un jour, un client me dit, tiens, Stéphane, si on faisait la séance en numérique. C'était il y a 20 ans, le numérique arrivait vraiment en force. Et là, j'ai paniqué, je me suis dit, mais je sais pas faire. Voilà, donc je me suis entouré de jeunes qui connaissaient mieux que moi ça. Et je me souviens que j'ai doublé la séance argentique et numérique. D'accord. Parce que je pouvais pas imaginer ne pas voir mes Polaroids, avoir mes films à envoyer au labo et tout ça. Et puis quand on a comparé, ça marchait très bien. Donc voilà, la fois d'après, Ça change vraiment la manière de travailler, parce que en fait, l'argentique, on voit qu'au développement ce qu'on a fait, et il est presque trop tard si on n'a pas fait. Mais le numérique donne plus de liberté. Tu veux, ça change. Alors, ça change bien évidemment beaucoup la méthode de travail, mais dans le fond, le regard sur les gens est totalement le même. Moi, je photographie les gens de la même manière. En revanche, dans une séance, il y a le critère économique, je dirais, c'est-à-dire que avant, tu avais les films qui s'empilaient sur la table de prise de vue, 5 films, 6 films, 10 films, 15 films, et à un moment, tu commences à faire les calculs, tu te dis, est-ce que le client va payer et va suivre, parce que ça a un coût, les films. Alors qu'aujourd'hui, voilà, tu peux appuyer 100 fois, ça coûte 0. Bon, t'as investi dans le matériel, mais voilà. Donc ça, c'est un facteur évidemment important. Et puis le plus important, c'est la rapidité, si tu veux, voilà. Et puis le fait qu'on contrôle la séance. Au début, moi, je me souviens. Ça me gênait un peu que les gens. Moi, je travaille qu'en studio, donc je suis relié à l'écran. Je vois mes images arriver, je regarde jamais au dos de l'appareil. Trop petit, ça m'intéresse pas. Donc je vois les photos arriver. Au début, ça me gênait un peu que les modèles découvrent aussi vite, tu vois, avec des petites imperfections, des machins. Et maintenant, en fait, je trouve ça un avantage merveilleux parce que je travaille vraiment en osmose avec eux, on avance ensemble, on regarde un moment pendant la prise de vue, on fait un break, on regarde une image et je lui dis, tu vois, ça c'est bien, mais là la main elle est mieux. Alors hop, on avance et on corrige des trucs et voilà. Et puis il y a le fait que avant en argentique, quand tu regardais dans ton viseur, tu regardais ton modèle, tu voyais à un moment un truc qui dépassait du coude, tu te dis bon ça il va falloir le retoucher, ça va coûter tant, machin, tu vois, il y avait toujours cette barrière quand même. Aujourd'hui, si je vois ça, je sais que hop, ça je peux l'enlever, c'est pas grave. En revanche, le regard est bon, l'intensité est bonne, il faut que j'appuie à ce moment-là. Voilà. Et puis comme je dis, avant, moi je me souviens, t'avais Chanel, Saint-Laurent, machin, qui avaient des budgets retouches dans les labos colossaux, ils avaient les moyens. Les clients pour lesquels je travaillais à l'époque, ils avaient peut-être pas les mêmes moyens. Et aujourd'hui, voilà, en gros, on a les mêmes moyens. Oui, et puis là, les retouches, en fait, c'est toi qui les fais, c'est toi qui as tes logiciels. Alors qu'avant, tu travaillais avec des labos, en fait. Non, tout ce qui était tirage noir et blanc, je le faisais moi-même. Je descendais les blancs au ferricyanure de potassium. Je basculais mon plateau d'agrandisseur. Je faisais du masking. On avait de la retouche. C'était pas la même, c'est tout. Mais donc 16 ans. On arrive sur ton 16 ans, les premiers appareils photo et ça a commencé 16 là. ans et rencontre, voilà, j'ai commencé à faire du reportage, j'ai gagné ma vie à 16-17 ans en faisant des dédicaces, des reportages donc dans une librairie sur les dédicaces de livres. Et là, j'ai commencé à photographier Jean-Louis Bory, Edgar Faure, Lorraine Bacall, Jean Piat, tu vois, des gens comme ça. Tout de suite des gens connus ? Oui, mais c'est pas moi qui allais les chercher. Si tu veux, c'était des événements qui existaient et on m'appelait en tant que reporter pour rapporter l'ambiance de la soirée. Et c'est vrai que j'ai eu, dans mon exposition de la Grande Arche, là, dont on parlera peut-être un peu tout à l'heure, comme tu l'évoquais, je montrais mes débuts et c'est vrai qu'à 17 ans, voilà, je photographiais Lorraine Bacall et je trouve ça génial, quoi. Ouais, c'est clair. Et puis après, j'ai rencontré Nino Ceruti, qui a été très important aussi, puisque je gardais son gamin totalement par hasard, son fils, Julian, et je lui ai demandé un petit boulot de vendeur l'été pour me faire de l'argent de poche. Donc il m'a dit, bien sûr, Stéphane.
Et là, j'ai commencé à photographier les vendeurs. Après, je suis allé voir l'attaché de presse. Je lui ai demandé de photographier un défilé et avec les mannequins. Et ils m'ont acheté les photos. Et du coup, je suis allé voir Chanel, Issey Miyake, Balmain, Saint-Laurent. Et puis, j'ai travaillé pour tous les couturiers jusqu'à 25 ans. Alors, on est bien d'accord, hein, je ne faisais pas des photos de mode. Je faisais du reportage dans la mode. C'est pas pareil. C'est-à-dire que je ne dirigeais pas les mannequins. Il y avait un défilé avec des gens qui organisent. Et ça, c'est très important, si tu veux. C'est cette différence entre le reportage et la photo de mode. Et le studio. Et le studio. Ou la photo de mode, où on te confie des mannequins et tu pars à droite, à gauche, ou n'importe où, ou en studio, et tu diriges une séance. Un défilé, tu diriges rien. Il se passe un truc, il y a un chorégraphe, il y a des mannequins, il y a une lumière qui n'est pas faite par toi, une musique, tout ça, et toi tu es là pour rapporter l'événement. Tu shootes, tu rapportes l'événement. Tu shootes, faut appuyer au bon moment, parce que dans un défilé, les filles elles marchent, ou les mecs, et si tu appuies au moment où la jambe est en haut, ça part à la poubelle. C'est très compliqué, le reportage sur les défilés. Ouais, beaucoup plus qu'on ne pense. Surtout qu'à l'époque, je te parle de ça, en 77, 78, les flashs, il fallait les adapter. Si la fille était à 15 mètres ou elle arrivait à 1,50 m de toi, il fallait bouger ton diaphragme. Il fallait recharger les appareils avec les films. Au moment, juste, tu n'avais plus de film au moment où la nana était bien. Enfin, voilà. Tu n'avais pas le programme qui te calculait tout automatiquement. Non. Mais j'adorais. Voilà. J'ai fait ça pendant de longues années. Ouais. Et puis, Nino m'a permis d'accéder aux collections. Et puis, en même temps, à 17 ans, j'ai fait la rencontre majeure qui a totalement bouleversé mon travail et mon approche de la photo, où je faisais du reportage, voilà. Oui, tu n'avais pas de style, tu travaillais pour d'autres. Et tu faisais du reportage. Et j'ai rencontré à 17 ans Henri Coste, donc, qui est devenu mon maître, qui est mort il y a quelques années maintenant, et on s'est suivi pendant plus de 30 ans. Henri m'a fait découvrir vraiment le portrait, les grands portraitistes. Voilà, je cite toujours deux noms que j'adore, il y en a d'autres, mais Irving Penn et Richard Avedon, évidemment. Après, bien sûr, il y a David Bellet, des gens comme ça, Albert Watson, que j'adore aussi. Voilà. Et Henri m'a fait découvrir le noir et blanc, le portrait, le studio, et puis surtout, il m'a apporté énormément sur la connaissance de l'être humain, et qui me sert aujourd'hui beaucoup. Le regard, comment capter le regard, comment capter la personnalité assez rapidement, c'est ce que tu fais, toi. Ouais, comment sentir aussi la personnalité et te dire, chez telle personne, son point fort, c'est peut-être ça, son point plus faible, c'est peut-être ça. Voilà. Et puis moi, comme j'aime toujours mettre les gens en valeur, j'aime pas les dézinguer, c'est pas dans ma nature, je cherche plutôt le point fort. Le point fort. Ouais, complètement. Voilà. Donc là, ça a été ton maître, donc il t'a appris. C'est là que tu as commencé à trouver ton style ou ça a pris beaucoup plus de temps? Oui, bien sûr. Oui. Je te dis, j'ai découvert Avedon et j'ai trouvé ça vertigineux, quoi. C'est peut-être celui dont tu es le plus proche au niveau du style, je crois. Oui. J'ai beaucoup d'admiration parce que dans le portrait, tu as quelqu'un qui arrive en studio, que ce soit un mannequin, un chanteur, un illustre inconnu, ton fleuriste ou le président de la République. Enfin, tout ça, c'est pareil. Ce sont des gens et des rencontres avec chacun, ils ont leur vie dans leur tête. Et à ce moment-là, quand tu vois le travail d'Avedon, un travail sur la ligne, on va parler de la ligne après, parce que pour moi, c'est évidemment très, très important. Mais dans le portrait, c'est la direction de modèle qui est très importante. Tu as quelqu'un qui arrive au studio, qu'il soit star ou pas star, à un moment, il est devant toi, il dit bonjour, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que je fais? Et si tu sais pas... Puis avec des gens plus ou moins à l'aise devant l'objectif, oui, en plus. Bien sûr. Alors, tu as ceux qui sont un peu tétanisés, il faut les mettre à l'aise. Et même, les plus grands acteurs te diront toujours, moi, je suis bon dans un film si je suis bien dirigé. Si je suis pas dirigé, je suis pas bon. Et c'est vrai. Et dans le travail de portrait, comme dans le cinéma, il y a un échange entre un photographe et un modèle, ou un metteur en scène et voilà. S'il n'y a pas cet échange, il n'y a rien dans la photo. Tu l'as rencontré, Avedon? Je l'ai rencontré. Je me doute. Oui, je l'ai rencontré. À un moment, ça titille. C'était magique parce que j'ai mon studio ici, dans le 11e, et puis à un moment, j'allais toujours déjeuner dans le même café. Je parle de ça il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, je ne sais plus. Je retrouve la date. Et j'allais déjeuner dans mon petit café. Et de loin, je vois une silhouette de profil,
Avec les cheveux gris, longs, des lunettes, jean, chemise en jean, tout ça. Oh, je me dis, de loin, je me dis, c'est fou, on dirait un Richard Avedon. Mais à Paris, en plein Paris, dans le 11e, il y avait très peu de chances que ce soit lui, quoi. Puis je m'approche, et puis à 2 mètres de lui, je me dis, mais c'est lui, c'est pas possible. Il était là, seul sur le trottoir, devant le café où j'allais déjeuner. Et je m'approche et j'étais comme une midinette devant Claude François, tu vois. Et je lui dis, Are you Richard Avedon? Il me dit, Yes. Et là, j'étais liquéfié. Et là, tu te dis, bon, ouais. Et puis, on se met à parler. Et en fait, je découvre qu'il travaillait, il préparait une séance pour l'Égoïste avec Nicole Wisniak. Et il avait choisi le café où j'allais en décor. Ouais. Et il était là avec toute son équipe, en fait. Et voilà, on parle 2 minutes. Et il était très, très surpris que quelqu'un le reconnaisse dans une rue à Paris, tu vois. C'était très touchant, quoi. Et donc, je lui dis, mais je lui demande s'il déjeune là. Et il me dit, oui. Je lui dis, hop, attendez 5 minutes. Je repars en courant au studio. Je vais chercher, j'ai à peu près tous ses bouquins. Donc, je vais chercher un gros pavé, An Autobiography. Oui. Je lui apporte ça. Et il était assis avec 8 assistants, je crois, en terrasse. Et je m'installe à côté de lui et j'ai dit, vous savez, je connais bien votre travail, j'aime beaucoup. Il me dit, bon, très gentil. Et puis là, c'était magique. Il se met à ouvrir le bouquin et à me commenter chaque photo. Waouh. Et à un moment, on arrive à la photo de Francis Bacon. Et là, je lui dis, celle-là, c'est votre photo préférée. Il me regarde, il me dit, ah ouais, comment tu sais ça, toi? Je lui dis, ouais, je sais parce que vous l'avez dans votre salle à manger à New York. Et là... Mec, ouais, ça va, il me connaît, quoi. Et puis voilà. Et puis on a échangé, c'était très sympa. Il m'a signé le bouquin. Et voilà. Et je n'ai qu'un regret, c'est de ne pas avoir eu le culot de lui dire, si vous avez 5 minutes, j'ai mon studio à côté. Et je rêvais de l'amener ici. Il serait venu, je suis sûr. Non, tu il serait peut-être venu. Ouais. Et je ne l'ai pas fait, et puis il n'est plus là aujourd'hui. Mais voilà, c'est pas grave. Bon, tu as fait cette rencontre en tout cas, c'est bien. J'ai fait cette jolie rencontre. Ouais. Et t'as toujours le bouquin, je suppose. J'ai évidemment le bouquin signé, et puis j'ai plein de bouquins, et puis je m'inspire beaucoup de son travail, et de celui de Penn, évidemment, aussi. Donc là, t'as ta rencontre, tu commences à trouver ton style, tu crées ton studio assez rapidement, je crois. Hein. Oui, en 83. En 83, j'ai ouvert mon studio. T'avais quoi, 25 ans? J'avais 23 ans. 23 ans, ouais. Et c'était ici déjà ou pas? Non, c'était un premier studio près de Nation. Ça, c'est mon 2e studio, quoi. Voilà. Mais je suis resté 13 ans dans mon premier studio et puis j'ai trouvé ce lieu incroyable ici. Donc j'ai switché, j'ai vendu l'autre et j'ai acheté ici. Okay. Oui, très vite. J'en avais un peu marre du reportage, si tu veux. J'ai fait mon service militaire au service photo des armées. J'ai eu cette chance-là, grâce à Henri d'ailleurs. Et puis en sortant de l'armée, je crevais d'envie de faire du portrait. Et donc j'ai trouvé un vieil entrepôt, je me suis installé là, j'ai mis une douche dans un coin, un lit dans un coin, et j'ai acheté des flashs et roule ma poule. Tout dans le matériel, et après on verra, quoi. un peu de matériel pour démarrer, mon premier Hasselblad, et puis deux balcars d'occasion, ou 3 balcars, je sais plus, et puis voilà, et j'ai démarré, et puis là j'ai commencé, je fais un petit peu de mode, je photographiais les copines, tout ça, et très vite j'ai commencé à faire des portraits des grands patrons. Voilà, je photographiais les patrons de CAC 40 pour des rapports annuels, des trucs comme ça. D'accord. Et puis je me suis mis à rencontrer des gens dans la musique. J'ai fait une pochette de disque. Le chanteur m'a présenté la maison de disques. C'était quoi la première pochette que tu as faite, tu te souviens? Ça a été un chanteur américain qui s'appelle Price King, qui est resté un ami extraordinaire. Et on s'est rencontrés par un directeur d'agence de pub à l'époque. Il m'a demandé de faire la pochette de son album. Et donc, il m'a présenté à CBS. Et après, CBS m'a fait travailler avec plein d'artistes, dont Jean-Jacques Goldman. C'est là que tu as commencé en fait, à travailler avec les artistes. Oui. À quel moment tu as trouvé ton style? Ça a été un parcours, une recherche pour trouver ce... Non, si tu veux, j'ai toujours aimé vraiment le portrait noir et blanc. D'ailleurs, je peux te montrer des portraits que j'ai faits en 85, en 87, tu vois, qui ressemblent beaucoup à ce que je fais maintenant. Donc, j'avais vite trouvé. La seule chose, c'est que quand tu es jeune photographe, tu prends un peu tout, tu as besoin de bouffer. Et on me demandait beaucoup de couleurs.
Donc je faisais beaucoup de couleurs aussi, voilà, des pochettes de disques en couleurs, des trucs comme ça. Et puis c'est vrai que je préférais le noir et blanc, mais on me commandait beaucoup de couleurs. Et il y a un moment, plus tu prends un peu de bouteille et un peu de notoriété, plus tu arrives à dire en fait, moi c'est ça que j'aime. C'est mon style à moi, quoi. Oui, vous l'achetez pas, quoi. Voilà. Bon, c'est pas si facile que ça, Non, mais non. voilà, en gros c'est ça. Si tu veux, il y a un moment où tu arrives à affirmer ta signature. Mais c'est vrai que j'ai toujours aimé ça et depuis que je suis gamin. Alors comment on arrive à ton style? C'est un travail, ça, pour arriver à un style épuré. C'est ce qui est le plus difficile presque de faire dans le simple et en même temps. Alors déjà, il faut déjà savoir ce que tu n'aimes pas, c'est important. Et puis un jour, tu arrives à vraiment savoir ce que tu aimes, même si tu sais depuis longtemps ce que tu aimes. Mais au début, tu aimes beaucoup de choses et c'est normal. Tu as des références, des influences et c'est normal. Donc tu t'inspires, tu essayes de faire un peu comme un tel, un peu comme un tel, un peu comme un tel. Et puis un jour tu nettoies, tu t'enlèves et tu gardes vraiment l'essentiel. Et bon, l'histoire du fond blanc, c'est ça. C'est-à-dire que moi, on m'a déjà demandé, des magazines m'ont dit, mais est-ce que tu peux aller faire telle star chez elle? Et non, j'ai pas envie, quoi. Si, je l'ai fait quand j'avais 25 ans ou 30 ans. Au milieu de la plante verte Mais non, mais il y en a d'autres qui le font beaucoup mieux que moi. Ils partent avec un Nikon autour du cou, ils travaillent en lumière naturelle avec pas beaucoup de lumière et ils te sortent des trucs sublimes. Moi, je sais pas faire et puis ça m'emmerde maintenant. Voilà. Moi, si on me dit, tu vas aller photographier Véronique Sanson dans son salon qui joue du piano ou dans sa cuisine qui fait une omelette, ça m'emmerde. Ouais. Véro, je préfère qu'elle soit là, on se marre bien et on fait de belles images. Tu t'es fait Alors, juste pour rester sur le style, il y a des photos ici, il y a des photos sur fond noir. Oui. T'en as quelques-unes? Oui, bien sûr. Alors, il y a plusieurs années, je faisais beaucoup de fonds gris aussi. Donc j'en fais moins maintenant, ou des fonds noirs. Mais je vais y revenir. La jeune femme, peut-être qu'elle est sous fond gris, non? Ouais, c'est un fond blanc non éclairé, ça, en fait. C'est un gris pâle. J'aime beaucoup le fond blanc, mais j'aime beaucoup le fond gris aussi. Je vais me mettre à en refaire un peu. Voilà. En tout cas, ça sera toujours un fond uni et ça sera toujours du noir et blanc. Et c'est toujours des photos qui sont, je trouve en tout cas, voilà. Oui. Il y a toujours un côté, des fois un peu, pas humoristique, mais un côté un peu. Ah oui, il y a de la dérision. Il y a de l'érision, voilà. Oui, il y a de la dérision, mais parce que la vie est super belle et super drôle et que on va pas se prendre au sérieux tout le temps, quoi. Et du coup, voilà. ces stars ou ces gens de la télé auto, tu les mets dans des situations où ils sont pas stars, quoi. Ils sont plus eux, quoi. Tu vois, ils sont dans la dérision. Mais j'essaye, tu vois, je me souviens d'une photo, là, il y a Nagui qui est affiché. Je me souviens d'une photo de Nagui, c'est pas celle-là, mais une où il saute avec une guitare. Et c'est pour j'espère que je dis pas une bêtise, la 500e de Taratata. Comme ça. Enfin bref, un anniversaire de Taratata. Et je lui dis, écoute, la veille de la séance, je lui dis, écoute, j'aimerais bien te photographier avec une guitare. Je vais faire venir des guitares et tout ça. Ça va être graphique, ça va être sympa. Et puis bon, pour Taratata, ça a un sens. Et il me dit au téléphone, non, Stéphane, moi je suis pas du tout guitariste. Je lui dis, mais je sais, c'est pas important, c'est un clin d'œil. Il me dit, non, les gens vont croire que je joue de la guitare, que c'est prétentieux et tout ça, donc on oublie. Je dis, ok, pas de problème. Et puis voilà, le jour de la séance arrive, il était au maquillage, je viens le voir, machin, je lui montre la guitare. Je lui dis, écoute, on fait juste un essai. Et il me dit, ok, on fait un essai. Et on fait un essai où je le fais sauter en l'air avec la guitare. Et il me dit, ok, elle est super la photo. Et finalement, on a fait, je sais plus, couverture de T7 jours, je sais pas quoi avec. Mais voilà, je ne voulais pas le photographier en tant que guitariste. Je voulais que la guitare soit un clin d'œil dans la photo. Et du coup, on a fait une photo drôle où il saute en l'air. Donc il se prend pas au sérieux et voilà. Et moi c'est ça qui m'intéresse si tu veux. Alors c'est soit ça, soit des trucs sur la dérision, soit j'aime beaucoup l'expression de lâcher prise si tu veux quand le masque tombe, qui est le titre de ma dernière exposition d'ailleurs. Et je trouve ça intéressant quoi sur ces gens qui il y a cette photo de Thierry Ardisson que j'aime beaucoup d'ailleurs. Tu vois le mec il a la carrière qu'on connaît colossale, il est pas tendre forcément avec les gens, il est connu pour, tu vois, rentrer un peu dans les gens. Et là, sur cette photo-là, on a l'impression que c'est bon, il lâche tout, il dit, ok les gars, c'est bon, ça va, tu vois. Et j'aime beaucoup cette photo. Ouais, j'ai croisé 2-3 fois, il a une aura, tu le remarques, quoi. C'est un mec, une personnalité. Moi, j'ai adoré cette séance, et voilà. Et puis, plein de gens, voilà, Richard Berry, j'adore, enfin, voilà. Il y a plein de rencontres. Et j'aime, dans le fond blanc, si tu veux, il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas de...
Tu te caches pas derrière une rampe d'escalier, derrière au bord de ta piscine, machin. T'es à poil, quoi. Et c'est ça que j'aime. Ouais, t'as enlevé tout autour. Ouais, j'ai tout enlevé. Alors, Ce qui est le plus difficile, hein. C'est le plus difficile, bien sûr. La simplicité, c'est ce qui est le plus difficile. Et puis je fais toujours ce parallèle avec la musique et la cuisine, qui sont deux univers que j'aime beaucoup. Et je pense que quand on est jeune, on charge, on a tendance à charger pour montrer qu'on sait faire. Ouais. Donc on ajoute des épices, on ajoute plein de trucs, des sauces, des trucs. En musique, on ajoute plein de bruit autour, et en photo, on ajoute plein de lumière, plein de trucs. Et puis plus tu avances, plus tu trouves ta patte, et plus tu as envie d'enlever tout ce qui est superflu pour ne garder que l'essentiel. Tu as une évolution, je pense qu'il y a une évolution dans ton style, mais est-ce qu'elle est marquante ? Est-ce que tu sens que tu vas vers une évolution différente avec la maturité, je sais pas. Oui, alors il y a une évolution dans le style, comme je t'ai dit tout à l'heure. Ouais. Je peux te montrer une photo qui a 30 ans et ça sera presque la même, tu vois. Donc ça, vraiment, C'est ta patte. J'aime ça, si tu veux. En revanche, je pense que dans mon approche des gens, oui, bien sûr, il y a une évolution. J'approche les gens très différemment aujourd'hui que. Et alors, quelle est la différence ? Déjà, à quoi c'est dû ? C'est dû juste à la vie. Oui. Et la vie, elle est émerveilleuse et pas tendre parfois. Et c'est tout ça qui fait que tu saisis les gens, tu saisis l'être humain différemment, parce que la vie t'a un peu forgé. Ouais. Et donc, voilà, je pense que je vais plus vite, je décèle peut-être plus vite des trucs chez les gens que quand j'étais plus jeune. Voilà, c'est tout. Ouais. Mais sinon, t'es un photographe qui travaille rapidement, oui. Je crois. Hein. Oui. C'est-à-dire que tu restes pas. Ah non, moi, un portrait, c'est fait en un quart d'heure. Ouais, c'est ça, quoi. Ça peut être 5 minutes. Ouais. Et c'est jamais une demi-heure. Enfin, ça dépend après de la commande qu'on me passe. Si je dois faire un portrait de quelqu'un, effectivement, en un quart d'heure, ça y est, quoi. C'est dans la boîte, c'est sûr. Maintenant, si on me commande toute une série, voilà. Oui, c'est différent. Parce que tu travailles toujours dans la mode ou pas ? Non. Pour des marques, non. Parce qu'à un moment, tu avais travaillé beaucoup pour une marque de luxe, mais L'Oréal, je travaillais pour le président, donc c'était très différent. Pour Jean-Paul Agon, et puis j'ai fait une séance avec Sir Lindsay Owen-Jones, avec une photo qui a été importante. Mais donc je travaillais plus en corporate pour eux, si tu veux. D'accord. Avec Jean-Paul Agon, avec tout le conseil d'administration, la famille Bettencourt, tout le monde. Mais ça pendant plusieurs années, mais pas du tout en beauté, avec des mannequins, pas du tout, non. Non, c'est pas mon univers. Alors de temps en temps, je fais des photos de beauté, et puis voilà, j'adore photographier les femmes, mais j'ai pas une clientèle de beauté ni de mode. Non, j'ai vraiment une clientèle de portrait. Mais parfois, la beauté et le portrait, le portrait et la mode peuvent se rejoindre. Tu vois, si un magazine te commande une séance de mode avec les 10 plus grands acteurs français du moment et qui font un billet par Saint-Laurent, machin, très bien. Ça devient du portrait et de la mode, mais ça je sais faire. Ouais. Alors cette exposition qui a eu lieu l'année dernière, donc oui. à la Grande Arche, ouais. C'est toi qui l'as. Comment c'est né ? C'était de faire une rétrospective ? Alors comment c'est né ? En fait, c'est l'attachée de presse du lieu, Béatrice Parinello, qui est venue me chercher. Je la connais depuis une bonne vingtaine d'années, oui. Et c'était une amie de ma femme. Et on a souvent travaillé ensemble. Et un jour, elle m'appelle, il y a 2 ans, et elle me dit, voilà, Stéphane, je t'invite à déjeuner dans un lieu atypique. Elle m'invite là-haut, elle me montre, et elle me dit, voilà, t'as vu cette galerie, 1200 mètres carrés, ça te dirait d'exposer là ? Je dis, waouh, tu vois. Et puis bref, on a mis un peu de temps à se caler, et elle m'a dit, et Corinne de Conti aussi, la directrice du lieu, m'ont reçu toutes les deux, et m'ont dit, voilà, t'as envie d'exposer quoi là-dedans ? Et je dis, c'est vachement grand, quoi, tu vois. Et je vais pas mettre juste une sélection de quelques portraits, voilà. Donc j'ai dit, tu puisque pouvais pas faire ça c'est clair. Mais non, mais il fallait que ce soit grand, et puis surtout, à un moment, je me suis dit, mais ce lieu est incroyable. On m'offre l'espace, 1200 mètres carrés, comment je vais les remplir ? Je dis, en fait, les gens connaissent beaucoup mon travail récent. Enfin, ils connaissent beaucoup le travail sur les chefs que je fais, quelques autres portraits. Mais bon, j'ai fait plein de choses en 40 ans de boulot, donc j'aurais dit, pourquoi je ne ferais pas essayer de faire découvrir un peu aux gens mon travail depuis mes débuts, quoi. Ouais. Voilà, donc j'ai fait une rétrospective qui démarre en 77 avec mes reportages pour le Théâtre des Variétés avec Jean-Michel Rouzière,
Maria Pacôme, Jean Lefebvre, Coluche, tu vois, tous ces reportages que je faisais, Lorraine Bacal, machin, tout ça. Ça démarre là et jusqu'à aujourd'hui, où aujourd'hui, Sting, Richard Berry, Pierre Cornette, voilà, je regarde des noms autour. Voilà. Et là, l'idée, c'était de faire des très grands formats. Alors, accrocher, non, il fallait rythmer. Moi, j'aime toujours rythmer. J'aime pas quand tout est pareil, quoi. Donc, j'avais envie et j'ai été accompagné par 2 scénographes absolument merveilleuses, l'agence PAM. Je voulais qu'on entre dans une pièce et qu'on se sente presque oppressé par une vingtaine de portraits très grand format, cadrés tous pareils, en plan américain, de gens qui te scrutent. D'accord. Je voulais que tu arrives et que tu sois encerclé par une vingtaine de regards, tous au même format, dans cette pièce. Et après, on changeait d'espace, et là, on changeait et de format et de cadrage, parce que quand je dis là, je voulais que des plans américains, c'était pour créer cet impact. Mais après, j'aime pas quand tu tournes les pages d'un livre et que tout est cadré pareil, c'est emmerdant. Il faut passer d'un big close-up à un plan en pied, à machin, voilà, il faut rythmer. Donc tout le reste de l'exposition était très, très rythmé, de par les formats, de par les cadrages. Mais cette pièce centrale était, je voulais qu'elle soit, qu'on ait un choc. Et il y avait une autre pièce, il y avait un petit peu une forêt d'arbres où tu te promènes et tu découvres. Donc il y avait des grands panneaux avec des grands portraits, mais qui étaient en alternance. Oui, ça j'ai vu ça, qui était accroché comme ça en alternance. Donc tu passais, et ils te cachaient une photo de derrière, tu avançais, tu découvrais la photo de derrière, tu repassais, voilà. Et ça, c'était très joli. Et voilà, c'est Valériane et Elisabeth qui avaient imaginé ça, les 2 scénographes. C'est une fierté pour toi? C'est une reconnaissance? C'est important? Oui. Alors, oui, ça a été très important parce que, si tu veux, comme je raconte souvent, quand tu travailles, moi je travaille beaucoup et depuis longtemps, donc j'enchaîne les séances. Et en gros, je bosse, je rends un boulot et puis je me dis, demain j'ai qui à photographier ou la semaine prochaine, et voilà, j'enchaîne. Et j'ai jamais pris de recul sur mon travail. Et là, ça a été très dur de faire le choix. J'étalais des petites vignettes au sol, je faisais ça à l'ancienne, tu vois. Mais sur des milliers de portraits, quoi. Donc j'ai dû en garder 300 et c'est vachement dur. J'en ai enlevé plein. Et puis, le 12 mars dernier, le jour du vernissage, donc j'étais à 17h, j'étais dans la galerie. À 18h, les journalistes arrivaient et à 19h, les invités arrivaient pour le vernissage. À 17h, j'étais tout seul. Tout était évidemment prêt. Place, les gens de la galerie avaient tout nettoyé, passé le balai par terre. Il n'y avait plus de scotch qui traînait, de marteau, de clous. Il n'y avait plus rien. Tout était clean. Et j'étais tout seul à marcher. Et là, j'ai regardé et je me suis dit, ah ouais, j'ai fait ça en 82. Ah ouais, c'est vrai. Et lui, j'ai fait ça. Et tu sais, en fait, je voyais ma vie de photographe pour la première fois réunie en même temps. Et ça m'a fait un coup, quoi. Je me suis dit, waouh, c'est sympa, quoi. Tu vois, c'était l'émotion pure, là. Ouais, c'était l'émotion pure parce que, comme je viens de te dire, quand t'as le nez dans le guidon, tu repenses pas à ce que t'as fait il y a 20 ans, tu penses juste à ce que t'as fait aujourd'hui. Pas le nombril tous les matins. Et ce que tu vas faire demain, quoi, tu vois. Et là, je dois dire que je me suis dit, ah ouais, quand même. J'ai fait tout ça. C'est bien. C'est pas prétentieux, c'est juste un constat. J'étais devant ça et je me suis dit, waouh, j'en ai fait. C'est génial. Voilà. Et comme les gens derrière ont été super enthousiastes, ça a été un très très beau souvenir, cette expo. Et puis ça m'a donné beaucoup d'énergie pour démarrer d'autres choses. Et là, je suis sur beaucoup de très beaux projets. Ouais. C'est quoi tu veux en parler? Les projets que tu as aujourd'hui? Oui. Là, j'ai une expo, tu vois, que je devais faire pendant le Covid et qui a été décalée, donc en septembre. À partir du 18 septembre, ça sera au Château L'Hospitalet chez Gérard Bertrand. Donc là, ça sera une expo de 20 grands formats de stars. Okay. Et voilà, j'ai une expo qui devait avoir lieu sur les Champs-Élysées au mois de mars et qui va être reportée d'1 an, sur des chefs, là. Ouais. Et puis j'ai d'autres projets, voilà, très 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 beaux, mais dont je ne parle pas encore. Non. Mais j'ai plein de trucs en cours et c'est vachement sympa. C'est vachement sympa parce que les gens me proposent des idées, voilà. Donc c'est bien. Tes modèles, en fait, on a l'impression que tu as des lignes, hein, tu as tous ces chefs, tu as des musiciens. Oui. On a l'impression que c'est
C'est ce que t'aimes aussi. La bouffe, la musique, Oui, c'est aussi ce que t'aimes ou Oui, c'est ce que j'aime, mais c'est lié à ça parce qu'il y a beaucoup de chefs. T'as pris beaucoup de chefs. Oui, alors il y a beaucoup de chefs. L'histoire des chefs, c'est voilà, ça a été effectivement il y a un peu plus de 10 ans, j'ai croisé Jean-François Piège, j'ai fait un portrait de lui qu'il a aimé. On m'a envoyé Bocuse juste derrière, et puis après j'ai eu Aleno, Passard, Frédéric Anton, Jean-Louis Mikos, Jean-Pierre Ligato, enfin bref, et Yves Cantbord, et ils sont tous arrivés. Voilà, depuis 10 ans. Après, maintenant, bon, et j'adore ça, j'adore. Mais c'est vrai que ce qui est merveilleux, c'est que moi je choisis pas mes modèles de temps en temps. Si je rencontre quelqu'un, je dis tiens, hop, j'ai envie. Mais sinon, tout ça, ce sont des commandes, et on m'envoie un jour Bob Sinclair. Le lendemain, on m'envoie un coiffeur. Le troisième jour, on m'envoie un philosophe, un mec qui sort de prison, un architecte, tu vois. On m'envoie des gens d'univers extrêmement variés. Et pour moi, c'est merveilleux, quoi. Ouais, complètement. Tu vois, Toi, tu choisis pas tes modèles? Tu te dis pas, par exemple, je veux faire un livre ou je veux faire une exposition et je vais choisir telle typologie de modèle et non, tu travailles pas comme ça, c'est plus... Non, on m'envoie des gens. Ouais, c'est ça, quoi. On m'envoie des gens, tu sais, que ce soit pour des affiches de spectacles, des couvertures de livres, de la presse, voilà. Après, comme je te dis, il peut m'arriver de croiser quelqu'un et dire tiens, j'aimerais qu'on fasse une séance ensemble. Ça t'arrive encore? Oui, j'ai 2-3 rêves. Ouais, c'est vrai. Je me doute. J'ai 2-3 rêves, j'en ai raté 2-3 et ça, je suis très triste. Qui t'a raté alors? J'ai raté Karl Lagerfeld, j'aurais adoré le photographe. Ah là, en noir et blanc, ouais. Ouais, ça aurait été j'aurais magnifique. adoré. J'ai raté Johnny, que j'ai rencontré plusieurs fois, mais on avait un projet ensemble et qui ne s'est pas fait. J'ai raté Ray Charles, que j'aurais adoré photographier aussi. Les Rolling Stones, t'as pas fait? Il me fait rire là. Mais ouais, parce que tu vois, c'est vraiment ça. Ouais, bien sûr. Ouais, ils sont dans mes ton style de photo, voilà. Quoi. Ils sont dans mes petites fiches. Ouais. Voilà. Mick Jagger et Keith Richards. Mick Jagger, voilà, et Keith Richards, absolument. Mais c'est dans mes. En plus, voilà. ils sont pas mal en France quand même, donc. Écoute, j'en parlais il y a 3 jours. C'est vrai. Donc, ok. C'est dans mes... j'aimerais beaucoup. Ouais, ça va se faire. Un Tyler aussi d'Aerosmith, tu vois. Oui, bien sûr, mais il y a plein. Ils ont telle gueule, Iggy Pop. Bien sûr. Ouais, non, mais il y a plein de gens que j'ai envie de photographier. C'est merveilleux. Tu vois, quand j'ai vu Robin, le mesurier, le guitariste de Johnny, arriver au studio, voilà. En plus, le mec est un amour. Les gens qu'on leur vit sur leur gueule, là, tu sais. Ouais. Et comme toi, tu vas chercher ça, en plus, Mais j'adore, génial. J'adore. Et ça, des gueules, il y en a, mais il y en a dans la cuisine, il y en a dans la politique, il y en a dans le sport, il y en a dans les sciences, il y en a dans tous les univers. Et il peut y en avoir chez le gardien de ton immeuble, ou chez ton boulanger, ou à ton pressing. Des gueules, il y en a partout dans la vie. Et des gens qui ont des histoires, il y en a partout. C'est fou. Partout. C'est pas seulement parce qu'ils sont connus. Ah oui, complètement. T'as des parcours moi j'ai plein de gens inconnus dans les gens que je photographie. Dans les gens qui t'ont le plus marqué alors que t'as photographié et qui sont devenus peut-être des amis, on parlait de Véronique Sanson. Alors... Oui. Véronique, j'aime beaucoup. Oui. La rencontre a été merveilleuse. C'est une femme. Véronique, c'est quelqu'un qui est tellement sur l'émotion, et on a eu une rencontre extraordinaire qui a débouché sur la pochette de son album, les affiches, tout ça. Il y a une femme que j'adore aussi, c'est Chantal Thomas, que j'ai rencontrée une première fois sur une séance et qui est vraiment devenue une amie. On se voit beaucoup et j'adore cette femme. Ouais. Voilà, des rencontres. Richard Berry, on se voit beaucoup plus en ce moment. Il y a eu des jolis. T'as fait l'affiche de son. J'ai fait l'affiche de sa pièce au théâtre. Oui. Et puis on a pas mal travaillé ensemble. Greg Zlap qui est là, tu vois, on dînait hier soir ensemble. Lui, c'est harmoniciste de Johnny. On est très copains. Voilà, des rencontres. Évidemment, John Malkovich m'a beaucoup marqué. Ouais, c'est vrai. On se voit pas beaucoup. Oui, on s'est jamais revu d'ailleurs, pour être honnête. On va peut-être se revoir là, puisque c'est lui qui fait l'affiche de ma prochaine expo. Donc je ne sais pas s'il me fera le plaisir et s'il aura la possibilité surtout de quitter les États-Unis et de venir, ce qui n'est pas gagné en ce moment. Mais oui, il y a eu des rencontres. Jean-Loup Dabadi, j'en vois plein. Bono, quand même. Bono, bien sûr, oui, Bono, évidemment, rencontre merveilleuse. Bernard Cazeneuve, mec génial, voilà. Quoi.
Sting, c'était plus dans une approche d'association. Alors, parce que tu as un engagement social. Alors, je sais que tu n'aimes pas trop en parler, mais je sais que tu... Oui, Sting, j'ai cherché à l'approcher à un moment important de ma vie, au moment des attentats. Et ça a été assez compliqué de l'approcher parce que... C'est vrai? On l'approche pas comme ça? C'est pas évident, si tu veux. Voilà. Et pourtant, j'ai quelques contacts dans c'est pour ça que je me dis dans l'industrie musicale, mais c'était compliqué. Ouais. Et puis, j'ai rencontré un copain un jour, il s'appelle Jean-Charles, qui connaît pas mal de monde là-dedans et qui a été incroyable. Ouais. Il s'est battu pour essayer de me trouver le contact. Ça n'a pas marché. Il m'a dit, t'inquiète pas, on y arrivera. Et un jour, il m'a présenté la bonne personne. J'ai envoyé un mail à l'attaché de presse de Sting. Et 48 heures après, on me répondait, ouais. Okay. Il a accepté, il sera à Paris. On fait la photo tel jour. D'accord. Voilà. Mais c'était pour, c'était pour une fondation. Voilà, donc là, c'est une fondation qui est à Madagascar, c'est ça? C'est une fondation à Madagascar. Avec laquelle tu travailles, c'est ça? Oui, que ta femme avait créé. Que ma femme avait monté. Et ma femme n'étant plus là, j'ai pris le relais avec quelques amis qui... Ça s'appelle comment cette association? Zazakeli Sambatra, ça veut dire enfant heureux en malgache. Très bien, très bien. C'est important d'en parler parce que c'est quelque chose... Et Sting, m'a suivi très très gentiment là-dessus. Bono aussi, un peu plus tard. Et voilà. Ah, génial. Génial. Ce sont de très belles rencontres avec des gens, avec des humains extraordinaires. Donc, écoute, je te remercie. Je crois qu'on a fait un bon tour d'horizon. Est-ce que tu voulais revenir sur d'autres sujets ou d'autres points peut-être qu'on n'aurait pas abordés ou... Voilà, je crois que j'ai beaucoup de chance. Je fais un métier de passion. Le sujet de ton podcast, c'est la passion. Et j'ai la chance de me lever le matin, en me disant, tiens, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui de sympa, quoi. Tu fais que ça, c'est ta passion, c'est ta vie. Tout ça, il y a des moments quand même où il y a des journées de merde, je te rassure, comme tout le monde. Ça, c'est normal. Mais j'ai beaucoup de chance et puis j'ai la chance de rencontrer j'aime les gens qui font bien leur métier, ça pour moi c'est très important. Quel que soit le métier. Tu rencontres des gens qui t'enrichissent, comme moi je rencontre des gens qui m'enrichissent. Tu vois, te rencontrer aujourd'hui, pour moi, c'est un partage, ça enrichit les rencontres. Mais bien sûr, c'est tellement important. Je m'enrichis des gens que je rencontre et de leurs histoires de vie, de passion. Mm-hmm. Tu vois, je vois François Simon là sous mes yeux, rencontre merveilleuse. François Besse, merveilleux, Didier Barbevivien, il y a beaucoup de... plein de gens extraordinaires. C'est clair. Bon, je te remercie. Mais c'est moi qui te remercie, Charles. On te retrouve sur des prochaines expositions, donc une exposition à venir... au Château L'Hospitalet, près de Narbonne, à partir du 18 septembre. Elle va rester jusqu'à début février, je crois. Donc il y a un peu de temps. Super. Et puis le reste, je te dirai au fur et à mesure. Ok, on publiera ça. Merci à toi en tout cas. Merci Charles. À bientôt. Ciao, bonne journée. Cet épisode de Passion Podcast est maintenant terminé. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que cette rencontre vous aura plu et inspiré, que ce soit pour vos projets actuels ou futurs, et vous aura donné l'envie de vivre votre passion à 200%. Pensez à vous abonner sur notre site passion-podcast.com et toutes les plateformes d'écoute, et surtout Apple Podcasts et Spotify. Vous serez informé en avant-première de nos épisodes. Merci de noter cet épisode et de laisser votre commentaire. C'est ce qui nous aide à nous faire connaître. Alors à très bientôt pour un nouvel épisode et le partage d'une nouvelle passion. Et n'oubliez pas, car j'aime bien citer Mike Horn, l'impossible n'existe que parce que nous n'essayons pas de le rendre possible. Alors belle passion à vous.